bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale Quoi de neuf, puisque vu l'heure à laquelle nous la diffusons, mais vous savez qu'il y a des événements en ce moment en Martinique, à Fort-de-France aussi singulièrement. Et nous avons donc invité M. Johnny Ajar, secrétaire général du PPM, à venir sur notre plateau pour discuter avec lui des événements, de ce qui se passe. D'ailleurs, le PPM, le Parti progressiste martiniquais, a fait un communiqué de presse qui est un appel à la poursuite, au dialogue, à l'apaisement et à la responsabilité. Monsieur Ajar, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Monsieur Granier, c'est avec plaisir. Bonjour à toute la Martinique. Et j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté dans ce contexte aujourd'hui, à la fois de grève générale, mais aussi de crise. Est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur du mouvement? Est-ce que vous attendiez à ce qu'une grève de soignants qui réclamait non à la vaccination, non au pass sanitaire, prenne cette dimension? La Martinique aujourd'hui est en alerte rouge, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on s'y attendait? Je pense que oui et non. Effectivement, on est parti d'une problématique liée à l'obligation vaccinale, on va dire le pass sanitaire. Et je pense qu'il y a une agrégation, parce qu'il fallait quand même ne pas ignorer les 5-6 dernières années, peut-être même avant si vous voulez, mais dans les 5-6 dernières années, les associations de quartier de proximité ont été étouffées, étranglées. Il y a eu quasiment une absence d'investissement dans le pays, donc pas d'activité, pas de perspective, une démographie avec le vieillissement qui s'accentuait, les jeunes qui continuaient à partir, donc il y a une exaspération montante. Je veux dire que une crise n'arrive pas comme ça de manière ponctuelle. Mais est-ce que vous l'avez vu venir? Mais à ce point, effectivement que non, puisque cette agrégation, notamment de violence, parce que c'est agrégé à des revendications d'expression libre syndicale, on va dire, des violences qui, elles, sont beaucoup plus, entre guillemets, non maîtrisées, mais qui existent, qui sont la réalité de l'expression des quartiers, de certains quartiers sur le territoire de la Martinique, qui démontrent qu'effectivement, aujourd'hui, on est dépassé, quand je dis on, c'est la situation sociétale martiniquaise fait qu'aujourd'hui, quels que soient les outils que vous mettez, n'ont pas été à la mesure justement pour faire face à cette situation d'expression, parce que la violence c'est aussi une forme d'expression. Moi je la condamne, parce qu'il faut condamner toute forme de violence, mais c'est une forme d'expression sur un territoire aujourd'hui qui est en grande et grave difficulté depuis un certain nombre d'années, notamment par rapport au manque d'investissement, au manque d'accompagnement, au manque d'implication, on va dire, dans les financements et dans les actions des politiques publiques de la collectivité territoriale de Martinique. Alors, à l'heure où nous parlons, le préfet reçoit le ministre Le Cornu en préfecture avec les syndicats. Nous parlerons de ça, mais le PPM aussi tient à apporter son entier soutien à la population qui souffre. Je comprends très bien le terme, mais est-ce que vous avez une pensée particulière pour une population particulière dans votre communiqué de presse? Oui, le PPM, c'est pas seulement un parti politique, c'est une école de la pensée césarienne, l'humanisme, le progressisme, les valeurs. Et c'est aussi une école de l'action en faveur des plus démunis, en faveur des plus humbles, en faveur des plus vulnérables, en faveur des défavorisés, en faveur des forces vives martiniquaises. Donc c'est cette synthèse aujourd'hui à travers le PPM. Le PPM s'est toujours mis en branle en cas de crise, en cas de situation difficile. La preuve a été faite l'année dernière où nous avons mis en place plusieurs dispositifs pour accompagner les plus vulnérables quand la crise sanitaire est arrivée, avec des paniers alimentaires distribués sur toute la Martinique, avec du soutien scolaire, avec des cellules d'écoute, avec de la proximité. Donc on a remis ça en place. Alors à qui on s'adresse aujourd'hui très particulièrement? Moi je pense à tous les malades qui ne sont pas soignés aujourd'hui parce que l'offre médicale de soins publics est complètement dégradée. J'ai des personnes qui doivent se faire soigner du cancer, qui ne savent pas, ils avaient des dates prévisionnelles d'opérations urgentes parce qu'ils ont un cancer. Ça ne peut pas se mettre en place parce que l'hôpital aujourd'hui gère uniquement les strictes urgences et qu'il n'y a pas d'accompagnement des malades qui souffrent aujourd'hui dans cette situation de crise. Je pense également à tous les très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et leurs salariés qui ne peuvent pas aller travailler, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un salaire qui va arriver à la fin du mois même si l'entreprise est fermée. Parce que pour pouvoir gagner leur vie et nourrir leurs enfants, il faut qu'ils puissent aller travailler. Je pense à des agriculteurs aujourd'hui qui commencent à être inquiets
par rapport à justement l'impossibilité pour eux d'écouler leurs produits, de nourrir leurs bêtes, de pouvoir faire fonctionner leur exploitation convenablement, parce que ils ont les responsabilités corieux, c'est-à-dire il n'y a pas une pièce subvention, pièce aide. Ce sont des très petites entreprises, ce sont des personnes vulnérables. Je pense à toutes les personnes âgées qui sont enfermées chez elles, inquiètes, parce que certaines sont restées plusieurs nuits, notamment du côté de Sainte-Thérèse, mais dans d'autres quartiers, sans dormir, inquiètes, parce que effectivement il y avait des violences à l'extérieur, même si elle est enfermée chez elle, le stress monte, il y a une détresse psychologique aujourd'hui de certains, notamment avec un sentiment de prise en otage, entre guillemets, puisque aujourd'hui la vie s'est arrêtée concrètement en Martinique. Donc cette situation fait que nous sommes obligés de nous retourner vers les plus vulnérables, les plus démunis. Je pense même aux forces de l'ordre aussi qui, le soir, risquent leur vie avec des violences de tirs à balles réelles. Ça veut dire que là, je dis, c'est pas ni la fête, pas ni jouer. La vie humaine aujourd'hui est devenue un simple gel, sa valeur a considérablement diminué puisqu'on a tiré à balles réelles, ça veut dire quelles que soient les conséquences. Alors qu'il faut réfléchir avant d'agir. Donc on pense à toutes les forces vives martiniquaises qui sont aujourd'hui coincées, enfermées par rapport à une situation, d'autant qu'on se rend bien compte qu'en dehors de l'expression des revendications qui sont légitimes, que le droit de grève qui doit s'exprimer et qui doit de manifester aussi, mais il faut aussi permettre aussi que d'autres ne soient pas emprisonnés, enfermés et qu'on n'ait pas l'impression d'étouffer, parce que cette réalité-là, je la vis, je reçois beaucoup d'appels, le PPM reçoit beaucoup d'appels, donc on essaie d'aider, on essaie de rassurer, on essaie d'accompagner, on essaie de leur demander de garder espoir, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir sortir de cette crise pour sauver des vies, je dis bien sauver des vies, et Césaire a cette phrase qui est très importante quand il dit que le progrès ne se mesure pas en sang versé, il se mesure en sang préservé. Il ne se mesure pas, il ne se compte pas en vie gaspillée, il se mesure en vie préservée. Il ne se mesure pas en liberté fermée, mais il se mesure en liberté conquise et liberté épanouie. Il ne se mesure pas en liberté confisquée. Donc, le progrès, c'est ça, c'est le progrès dans la dignité. Les revendications, certes, sont justes et légitimes, mais il ne faut pas qu'on arrive à un stade où on a le sentiment que c'est toujours les plus vulnérables. Comme on dit, dans ce genre de situation, c'est les plus petits qui apprennent faire. Nous devons sauver les plus petits, nous devons aider les plus petits, nous devons accompagner les masses populaires. Et aujourd'hui, c'est sous le volet économique des très petites entreprises, c'est 95% du tissu économique. Alors, ceux qui vivent de leur propre initiative, ceux qui vivent de leur propre activité. Les revendications sont légitimes. Le ministre de l'Outre-mer est en Martinique, mais avant d'arriver même depuis Paris, au lieu de peut-être venir avec certaines choses pour venir en aide, la phrase qui a marqué dans son discours, en tout cas, c'est qu'il propose que la Martinique ou la Guadeloupe, il s'adressait aux Guadeloupéens à l'époque, il parlait d'autonomie. Est-ce que quelque part, ce serait ça la solution? Ou alors, est-ce que c'était une façon de noyer le poisson? Comment vous avez perçu le ministre de la République, du gouvernement de M. Macron, qui propose d'habitude, ce sont plutôt les Martiniquais ou les Guadeloupéens ou les Réunionnais des fois qui réclament. Mais là, c'est le ministre qui propose carrément l'autonomie. Alors, je ne suis pas dans la tête ni dans la stratégie du gouvernement, donc je ne peux pas parler en leur nom et place. Mais si je donne mon regard extérieur par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que j'ai entendu, effectivement, alors d'abord, moi aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent que les solutions sont en nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de trouver les solutions à nos propres problèmes. L'État est un partenaire, donc il doit participer, notamment sur la question de l'hôpital, notamment sur la question de tout ce qui est régalien, c'est-à-dire la justice, la police, l'hôpital, le service public, pour aider les Martiniquaises et les Martiniquais, ils doivent participer activement. Donc oui, il y a des revendications, notamment sur la restauration des hôpitaux, qui doivent être accélérés, sur l'offre de soins avec plus de moyens en matériel pour aider justement à avoir un hôpital de grande qualité en Martinique, puisque l'hôpital est malade. Donc il y a des secteurs sur lesquels il doit y avoir une grande implication. Et on voit aujourd'hui, par contre, effectivement, on a le ressenti, si je le regarde de l'extérieur, il y a des outils institutionnels qui existent, 73, 74, certains considèrent que le 74 c'est l'autonomie, donc Bayeul, après, on va dire que ce sont des expressions gouvernementales par rapport à des stratégies. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce que pense la Guadeloupe, je ne sais pas ce que pense le LKP, sinon je vois qu'ils sont plus du côté indépendantiste que du côté autonomiste. Mais
les Martiniquais ont voté à 80% contre le 74. Nous avons fait partie de ceux qui ont refusé le 74 en tant que progressistes pour une raison simple. L'autonomie de la Martinique ne peut pas être l'autonomie du 74. C'est une troisième voie de progrès qui doit tenir compte de nos réalités. C'est pas une séparation vis-à-vis de l'État. C'est un partenariat avec l'État puisque l'égalité des droits doit converger avec le droit à la différence, c'est-à-dire que nous devons reconnaître notre part d'identité antillaise martiniquaise, mais nous devons également aussi maintenir le niveau de droit acquis, c'est-à-dire c'est pas avoir moins de droits vis-à-vis de la France, c'est l'égalité, c'est pouvoir obtenir l'égalité des niveaux de vie, pas uniquement des petites mesurettes. Donc si on est français, on est en français à part entière, si on est martiniquais à part entière, cette autonomie-là doit pouvoir permettre à la Martinique de développer son territoire, de créer ses propres richesses, tout en étant à la fois français, martiniquais, caribéens, mais à partir de nos propres outils que nous créons nous-mêmes, puisque effectivement, Fort-de-France n'est pas Paris, nous avons nos différences. Mais notre réalité d'être à 8000 km, notre insularité, elle est propre à la Martinique et à d'autres départements. Est-ce que c'était le moment que le ministre sorte cette phrase-là? Parce que ça brouille les cartes. Là, pour l'instant, regardez, on est en train de parler d'autonomie alors qu'il y a tellement de problèmes à gérer en Martinique. Ben écoutez, oui, je ne peux pas dire pourquoi. Est-ce que c'est le moment pour lui ou pas? C'est à lui de le définir. Moi, ce que je comprends, c'est que, notamment sur le côté Guadeloupe, il y a eu une grosse demande, une grosse revendication forte, notamment sur le volet purement indépendance. Maintenant, aujourd'hui, on voit bien que c'est pas la question statutaire qui est prioritaire en Martinique. C'est la question des conditions de vie des Martiniquaises et des Martiniquais. C'est comment on améliore les conditions de vie, sachant que nous avons déjà, quand on prend les jeunes, on a entre 50 et 60% des jeunes de moins de 26 ans qui sont au chômage. Donc, on a des indicateurs extrêmement négatifs. On a un système éducatif aujourd'hui qui est à bout de souffle, parce qu'on voit bien qu'on a du mal à gérer toute la problématique de décrochage scolaire. Et vous êtes enseignant vous-même, toute la problématique de l'éducation. Donc, il faut traiter les problématiques. Moi, je suis un autonomiste dans les convictions, dans la pensée, mais aussi dans le comportement. C'est-à-dire que je n'attends pas que les solutions viennent d'ailleurs. Et il y avait beaucoup de Martiniquais aujourd'hui qui se débrouillent comme ils peuvent et qui inventent des solutions. Après, ce sont des solutions individuelles, ce sont des solutions particulières par rapport à certaines activités. Moi, j'invente ma pédagogie aussi pour faire en sorte d'aider un maximum, d'avoir le champ le plus large pour aider les plus vulnérables, parce que c'est eux qu'il faut aider. Et quand je regarde aujourd'hui les progrès que nous avons accomplis quand même en tant que progressistes, puisque je prends un exemple, le ramassage des ordures aujourd'hui. Alors tout le monde se plaint effectivement, puisqu'il y a une compétence avec une autorité unique qui a été créée, qui s'appelle le SMTVD, d'accord, qui gère toute la partie traitement et valorisation des déchets. Mais heureusement que Fort-de-France et heureusement que Césaire et Aliker ont créé cet outil qui est l'incinérateur, parce que c'est le seul incinérateur pour la Martinique. Il était d'abord pour les 4 communes, il est devenu incinérateur pour 34 communes. Donc vous voyez, ça crée des embouteillages pour la gestion et le traitement des déchets, mais heureusement qu'il existe. Quand je regarde un deuxième exemple sur la régie des eaux et l'usine de traitement de l'eau, la première, c'est Fort-de-France. On a transféré à la CACEM pour permettre à 4 communes d'en bénéficier, mais aujourd'hui, Odyssey, que certains critiquent, aujourd'hui, c'est le seul outil martiniquais pour avoir un prix de l'eau le plus bas et une qualité de l'eau la meilleure. Quand je regarde en Guadeloupe, la Guadeloupe n'arrive pas à avoir ça. Donc, il y a eu un cheminement des progressistes, on a créé des outils au service des Martiniquais pour les Martiniquais. Il faut qu'on continue dans ce chemin-là et il faut qu'on soit aux côtés du peuple, avec le peuple. La question statutaire devra se construire à un moment donné lorsque le peuple sera prêt, mais pour le moment, vu la situation de crise dans laquelle nous sommes, c'est stopper cette hémorragie interne. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance des Martiniquais ne peut pas être ce qui va sauver les Martiniquais aujourd'hui. Concrètement, vous ne pouvez pas dire moi, que où la Martinique courir plus vite et pourquoi couper des jambes. Si vous coupez des jambes, c'est pas pièce côté égalé. Et l'impact et les conséquences ne sont pas encore mesurés, ils seront dramatiques. Donc il faut vite sortir de cette crise pour qu'on rentre dans l'investissement, dans l'initiative, dans des propositions concrètes, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont des idées très intéressantes, des projets. Il faut coordonner, mettre en place, financer, accompagner, mettre en place les conditions du développement et favoriser l'espérance individuelle et collective, puisque aujourd'hui, la personnalité collective martiniquaise doit avoir du sens
Oui, mais Johnny Aja, vous parlez de l'incinérateur. Gouverner, c'est prévoir. Alors, apparemment, ces aires liqueurs est prévu pour les 4 communes de la CACEM. Oui. Mais les autres communes de la CACEM, pourquoi n'ont-ils pas prévu qu'il fallait d'autres incinérateurs, les autres PCI, le Sud, le Nord? Mais gouverner, c'est prévoir. Oui. Est-ce que ça veut dire que nous avons à la tête de certaines collectivités ou certaines choses des gens qui ne réfléchissent pas alors? Parce que c'est quand même grave. Je ne vais pas rentrer dans ce schéma-là parce que je jette pas le corps, j'essaie de comprendre parce que ces aires et à l'équerre l'ont prévu pour Fort-de-France. De manière très claire, on ne peut pas refaire l'histoire. L'histoire est ce qu'elle est. Je suis obligé de faire un constat. Je dis heureusement qu'on a un incinérateur qu'on donne à 34 communes de la Martinique aujourd'hui. Donc, ça a des conséquences aussi sur la gestion et le traitement des déchets. Mais il faut rentrer dans une dynamique d'anticipation et effectivement, il faudra certainement construire d'autres incinérateurs. Parce que je me rappelle, pour l'incinérateur, à un moment donné, il y a ceux qui critiquaient, oui, mais qu'il y a l'odeur, qu'il n'y a pas qu'à sentir bon, etc. Oui, mais derrière, il y a des problématiques de traitement. Nous sommes une communauté martiniquaise, française, mais avec notre propre réalité insulaire, notre exiguïté du territoire, un marché qui est réduit, avec par contre une pensée forte, des idées fortes, une inventivité, une capacité et une créativité importante en Martinique. C'est pas pour rien qu'on a eu Césaire, qu'on a eu Aliker, qu'on a Glissant, qu'on a Chamoiseau, qu'on a d'autres grands intellectuels, mais pas seulement dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans tous les domaines en Martinique. Donc nous avons cette capacité, c'est notre plus grande richesse, c'est l'humain en Martinique. Il faut lui donner sa valeur, il faut lui donner sa force, il faut lui donner une dimension collective. C'est par cette seule réalité-là d'action au service des autres, au service d'un humanisme, au service du progressisme, que l'on va pouvoir faire avancer ce pays et faire en sorte que nos jeunes restent. Parce que la réalité, c'est que les cerveaux de ce pays sont cette jeunesse qui arrive, qu'il faut former, qu'il faut éduquer, qu'il faut accompagner à assumer les responsabilités. C'est ce que nous faisons au niveau du Parti progressiste martiniquais aujourd'hui, de manière très claire, parce qu'on a une équipe de jeunes très motivés, très dynamiques, qui engrange l'expérience, pas seulement dans la pratique électorale, c'est pas simplement une organisation pour gagner les élections, c'est dans l'idéologie, parce qu'il faut une armature idéologique. C'est-à-dire que vos idées, elles ne sont pas de nulle part. Elles sont soit libérales, soit sociales, soit économiques, mais elles sont dans un sens qui vous est propre. À vous de vous définir par rapport à votre idéologie, mais nous essayons d'orienter les Martiniquaises et les Martiniquais vers le progressisme, vers le réalisme, vers l'humanisme, vers la solidarité et surtout, l'un des maîtres mots, vers la responsabilité. Et la responsabilité s'acquiert par l'expérience et l'expérience s'acquiert par la pratique. Et la pratique, c'est l'anticipation des problématiques collective des Martiniquaises et des Martiniquais. Alors, et c'est dans cette dynamique que nous sommes au PPM. Monsieur Aja, justement, vous êtes conseiller municipal de Fort-de-France. Vous avez vu ce qui s'est passé pour la Transat. Mais au-delà de la Transat, on a vu aussi, c'est pas une course, enfin, du côté de Saint-Pierre, le raid des Alizés. On a vu le raid des Alizés. On a vu un bon nombre de personnes qui faisaient la chenille, qui dansaient, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient rien du tout. Et le maire de Fort-de-France a fait d'ailleurs, il a mis sur les réseaux sociaux où il disait que c'était pas normal et qu'il fallait faire une enquête administrative. Est-ce que là encore, il ne fallait pas prévoir ça? Parce qu'on dit aux Martiniquais, il n'y a pas de tour de yole, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais on permet ce genre de choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas matière à attiser encore la colère de certains ou donner du grain à moudre? Les pouvoirs publics locaux ne peuvent prévoir que le champ dans lequel ils ont des connaissances, d'accord? Donc, il y a des initiatives privées, il ne faut pas les brider. Le pays ne peut pas se mettre à l'arrêt. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations qui ont été mises à l'arrêt, qui ont été reportées, qui ont été annulées. Le semi-marathon de Fort-de-France a été reporté. Maintenant, la réalité, c'est qu'il faut effectivement entrer dans l'anticipation et dans la prévision. Et dans l'éducation, parce que expliquer et répéter en permanence qu'il faut que tout le monde respecte les gestes barrières. Je rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Je rappelle que la 5e vague commence. Je rappelle que les hôpitaux sont déjà saturés. Ça veut dire qu'il y aura encore des morts. Alors, il faut qu'on sauve des vies. Ça veut dire qu'il faut qu'on protège les Martiniquaises et les Martiniquais. Alors, c'est vrai que pour le moment, les aéroports fonctionnent et on voit bien qu'il y a un nouveau variant qui arrive aussi, qui risque de poser problème. Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Maintenant,
pour des situations inédites, c'est difficile d'anticiper. Maintenant, pour des situations que vous avez l'habitude de voir et de vivre, c'est plus facile d'anticiper. Parce que je pense que la pandémie, on n'aurait pas pensé que pendant 2 ans, on serait resté coincé et finalement esclave de cette pandémie-là, parce que nous sommes obligés, justement, avec nos élèves, partout où nous allons, de vivre en se disant, attention, il faut pas faire circuler le virus, il faut garder nos distances, il faut continuer à vivre, mais il faut continuer à se donner de l'espérance et de la foi et garder la foi, mais surtout il faut rester vigilant pour ne pas se donner le sentiment qu'on est libre, parce que effectivement il y a aussi beaucoup de manifestations de certains qui considèrent qu'il n'y a rien à craindre de ce virus-là. C'est dommage, donc il faut conscientiser, il faut responsabiliser. C'est un travail pédagogique permanent. Vous savez, un enseignant quand il a une classe, il doit travailler pour tous les élèves. Il ne choisit pas certains élèves. Les meilleurs s'en sortent facilement par eux-mêmes, mais il faut aider tous les élèves. Et justement, aller vers ceux qui ont le plus de difficultés pour leur dire qu'il y a une lumière en eux et qu'ils peuvent réussir en suivant la scolarité, en écoutant l'enseignant. Bien sûr, il faut faire preuve d'inventivité dans la pédagogie. Il faut bien expliquer les choses. Maintenant, on a aussi ce travail à continuer à faire au niveau des jeunes, puisqu'on voit bien aujourd'hui que cette jeunesse, enfin une partie de cette jeunesse a besoin de cet accompagnement, parce qu'il faut garder le lien. Nous sommes tous des Martiniquaises et des Martiniquais. Les générations arrivent, il faut les former, il faut les éduquer, il faut les rendre responsables, il faut les conscientiser. Donc, il y a des actions, il y a des initiatives. Moi, je pense qu'il faut, tout en ayant la maîtrise des initiatives globales qui sont sur le territoire martiniquais, d'accord, en fonction des compétences des uns et des autres, parce que il faut permettre au sport de continuer à se pousser. Le meilleur moyen de décompresser aujourd'hui, pour moi, il est simple, c'est la culture, le sport, se détendre, les loisirs, et parce que c'est vrai que le monde vit stressé, mais la Martinique vit encore plus stressée depuis 2 ans, et encore plus stressée maintenant avec la crise. Donc, qu'est-ce qu'on apporte comme soulagement au stress, sinon le pouvoir faire des activités. Donc, faut pas trop s'enfermer. Donc, oui, la Transat Jacques Vabre est un moment pour la Martinique pour rayonner, parce que vous imaginez demain, le tourisme est une force pour ce territoire. Mais aujourd'hui, le tourisme est limité par rapport à la situation sanitaire. Mais nous avons des infrastructures, nous avons une nature, nous avons une biodiversité, nous avons une richesse humaine, nous avons un accueil, nous avons une culture, nous avons une langue qui doit servir à la création de richesse pour faire de la Martinique un pays intégré et en pointe sur la question touristique. Mais si aujourd'hui, on n'arrive pas à exister par rapport aux autres dans le monde sur la question du tourisme, c'est-à-dire en faisant des manifestations qui nous permettent de rayonner tout en respectant un certain nombre de cadres, eh bien, ça sera la mort du tourisme. Et il faut surtout se battre contre ça. Et donc, il faut se battre contre tout ce qui nous enferme. Il faut aller vers une ouverture maîtrisée et surtout mesurée dans les actions individuelles et collectives que nous mettons en place. Gardez en tête que le progrès, c'est justement l'amélioration des conditions de vie des gens, permettre à tout un chacun de vivre ensemble. Vous savez, c'est quoi le plus dur pour les élus aujourd'hui? C'est faire la synthèse entre les contradictions. Il faut trouver le point d'équilibre, parce qu'il y a des contradictions. Il y a cette envie de vivre pour tout le monde. Et il y a ceux qui se font vacciner en se disant je vais me faire protéger. Et il y a ceux qui se disent je ne vais pas me faire vacciner parce que ça va me tuer, ça va, je ne veux pas. Donc il faut arriver à faire la synthèse de ces contradictions pour continuer à faire peuple. C'est ce travail fondamental que nous devons continuer, surtout en période de crise. Là, on a terminé. Il y a beaucoup d'autres choses que je voulais vous demander, mais bon, on n'a pas le temps. Souhaitons que le professeur rappelle, si jamais il y a un cluster en Martinique, qui avait quand même le raid des Alizés où les gens n'ont vraiment pris aucune précaution et que ce ne soit pas les Martiniquais par la suite qui vont être pénalisés s'ils sont, eux, à nouveau... Je ne sais pas s'il faut rentrer dans la stigmatisation. C'est pas stigmatisé, c'est une réalité. Je ne pense pas je ne parle pas que de cette manifestation-là. S'il faut donner une règle, il faut la donner pour tout le monde. Il faut demander à tout le monde, pas seulement ceux qui organisent des manifestations de gens qui viennent de l'extérieur. Je rappelle que normalement, si vous arrivez en Martinique, c'est que, vous êtes vacciné, et vous avez également l'obligation de faire le test antigénique seulement ou PCR. Depuis lundi. Seulement depuis hier. Alors, non, la vaccination était obligatoire. Oui, la vaccination était obligatoire. Il y a le test qui a été rajouté. Donc, depuis hier. Oui, mais alors, des analyses ont été faites. Mais on a fini, malheureusement. Je suis désolé. C'est un vrai sujet, mais je dis attention. Je pense qu'il faut pas. C'est pas une partie, un morceau, c'est un ensemble. Il faut qu'on arrive à considérer simplement qu'il faut protéger les Martiniquais déjà par les Martiniquais eux-mêmes, pour nous-mêmes, avec nous-mêmes. C'est ça qui est fondamental. Alors, j'ai une pensée pour votre président, Serge Letchimy, qui en 2009 a dû subir en tant que maire de Fort-de-France
les événements de 2009 il a été caillassé à Trinel, cela. On se rappelle de cet épisode douloureux. Et puis là, président de la CTM, et il se retrouve encore dans cette problématique. Donc, bon courage à lui, bon courage au PPM. Alors, le président, justement, aujourd'hui, fait partie de ceux qui ont des missions et des devoirs. La majorité des Martiniquais lui ont fait confiance. Et aujourd'hui, heureusement qu'il est là, parce que je pense que nous allons pouvoir trouver les solutions ensemble et avec lui, parce que c'est vrai qu'il s'implique énormément au risque de sa santé, je le dis, parce qu'il fait tout ce qu'il y a à faire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le Parti progressiste martiniquais, on se bat pour aider les plus vulnérables. On essaie d'être le plus présent dans les quartiers. On n'a pas besoin de s'afficher, de communiquer. C'est pas ce qui compte. On n'a pas besoin d'exister. Nous sommes là par nous-mêmes, aux côtés du peuple et avec le peuple. Merci beaucoup, monsieur Ajar, d'être venu à Zouk Télévision et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le temps était court, malheureusement. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour l'ARIA. À bientôt.